Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Notre journal de ce mardi 2 février en Somalie. Une attaque aux obus de mortier a eu lieu lundi à Mogadiscio, dans les environs de la Villa Somalia, le palais présidentiel. 5 détonations ont été signalées aux abords de ce complexe, pourtant très sécurisé, et qui abrite également les bureaux du Premier ministre. Parmi les tirs, un a visé la Villa Somalia et plusieurs autres ont touché les quartiers voisins où vivent des civils. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, sont comme souvent suspectés. Un responsable des autorités locales détaille le bilan consécutif à cet attentat. Je vous propose de l'écouter. Les obus de mortier ont touché certains quartiers du district de Wart Nabada où vivent des réfugiés somaliens, tuant au moins un enfant qui était dans le coin. 8 personnes ont été blessées dans les tirs de mortier, parmi elles un professeur de madrasa et une femme. La hausse de la criminalité qui inquiète aussi en Afrique de l'Ouest. C'est le cas des autorités du Togo qui prennent très au sérieux l'ampleur de la chose. Des données officielles publiées vendredi dernier par le ministère de la Sécurité du Togo font état de 62 braquages, 173 vols à main armée, 537 cambriolages, 30 vols de voitures, 519 vols avec effraction, 7257 vols de moto et 78 groupements de malfaiteurs en 2015. Le dernier trimestre de l'année a été particulièrement insupportable et la région maritime du sud du pays enregistre le plus fort taux de criminalité, 55%. Au cours de la même année 2015, les services de police et de gendarmerie ont enregistré sur les routes 2850 cas d'accidents, dont 473 mortels, soit 39 morts par mois. Quant aux blessés, ils étaient 3871, soit 322 par mois. L'année 2015 a néanmoins été moins meurtrière que les 5 dernières années. Écoutons le colonel Damé Niark, le ministre togolais de la Sécurité. Pour l'année 2015, nous sommes à 473 morts. On avait 800 et quelques l'année dernière. Un effort a été fait. Mais nous nous disons qu'on peut faire mieux. Qu'on peut faire mieux. Et pour faire mieux, nous devons toujours nous référer aux mesures prises en 2014 et accompagner la sensibilisation du contrôle. Si certains ne veulent pas spontanément ou naturellement épouser ces mesures, il faut les amener à le faire. Parce que ce qui nous intéresse, notre objectif, c'est de préserver la vie de nos concitoyens. Le deuxième point, c'est la criminalité, d'une façon générale. Les forces de sécurité et de défense font pour le mieux, pour la tranquillité, pour la sérénité de nos populations. Ces derniers temps, la sous-région en général et notre pays en particulier, a eu à subir des cas de criminalité. Nous avons été à plusieurs reprises interpellés, surtout au dernier trimestre de l'année 2015. Au nord du continent, une manifestation a eu lieu dimanche devant le Parlement de Rabat au Maroc. Plusieurs centaines d'Amazighs, le nom donné aux Berbères dans ce pays, se sont réunis pour protester suite à la mort d'un étudiant de leur communauté âgé de 27 ans. Les faits remontent au 23 et 24 janvier dernier, lorsque des affrontements à l'université de Marrakech ont éclaté entre des étudiants Amazighs et une quarantaine de personnes étrangères à l'établissement et se réclamant du Front Polisario. L'attaque semblait préméditée et les agresseurs, qui ont utilisé des machettes, des haches ou encore des couteaux, pourraient être originaires du Sahara occidental. Ce genre d'attaque raciste n'est malheureusement pas isolé. Il y a quelques jours, l'université d'Agadir a également subi le même sort. Et ces dernières années, mêmes agressions dans les universités de Casablanca, d'Erachidia, de Fès, de Meknès ou encore de Marrakech. Des déchaînements de violence de la part de panarabistes affirmés qui souhaitent que la culture amazigh ne s'exprime pas à l'université. Le Congrès mondial amazigh reproche aux autorités marocaines de laisser sciemment ces actes impunis et de ne pas assurer la sécurité des étudiants berbères du pays. Un cri de colère partagé dimanche par certains des manifestants de Rabat. Écoutez. Cette manifestation est organisée devant le Parlement marocain pour condamner l'assassinat politique qui a touché l'étudiant Omar Khalek à Marrakech la semaine dernière et aussi pour responsabiliser l'État marocain
au sujet de la situation dangereuse qui touche les universités marocaines. Ouvrons à présent une page santé à l'international. Le virus Zika qui frappe de plein fouet l'Amérique du Sud inquiète de plus en plus sérieusement. Hier, depuis son siège en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée mondiale. Les détails avec la directrice générale de l'OMS. Après examen, le comité a conclu que les foyers de microcéphalie et autres complications neurologiques constituaient un événement extraordinaire et une menace sanitaire pour le reste du monde. Je déclare à présent que le récent foyer de microcéphalie et autres malformations neurologiques rapportées en Amérique latine après un événement similaire en Polynésie française constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour améliorer la surveillance, la détection des infections, des malformations congénitales et des complications neurologiques. Il faut intensifier le contrôle de population de moustiques et accélérer le développement de tests pouvant diagnostiquer la maladie et les vaccins pour protéger les populations à risque. À l'heure actuelle, les experts tentent toujours de décrypter la manière dont les espèces de moustiques transmettent le virus, comment il se propage et dans quelles zones géographiques. Aucun vaccin ni test rapide et fiable n'est encore au point. Par ailleurs, les populations des pays affectés ne sont pas immunisées contre le virus. Autant d'inquiétudes qui ont fait décréter au Honduras un état d'urgence national. Selon la ministre de la Santé du pays, ce sont en effet 3649 cas de contamination qui ont été enregistrés depuis le 16 décembre dernier. Et le nombre de contaminés augmenterait chaque jour de manière alarmante selon ses propos. Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a débloqué une première somme de plus de 10 millions de dollars pour que le ministère de la Santé démarre la lutte contre le virus. Le Brésil aussi est particulièrement concerné par l'épidémie du virus Zika. C'est le pays le plus touché d'ailleurs en ce moment, avec environ 1,5 million de cas recensés par l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation onusienne qui à ce stade soupçonne Zika de provoquer des malformations congénitales comme la microcéphalie alerte en particulier les femmes enceintes. Les autorités brésiliennes viennent notamment de déconseiller à ces femmes de venir aux Jeux olympiques dans le pays en août à cause des risques pour leur fœtus. L'Organisation mondiale de la santé estime par ailleurs que le virus Zika se propage de manière explosive dans la région des Amériques et elle estime que 3 à 4 millions de cas sont attendus en 2016. Jacques Wagner, le chef de cabinet du gouvernement brésilien, a déclaré hier que selon lui, le risque grave est pour les femmes enceintes. Selon lui, toujours, il est nécessaire de mettre en place une campagne pour dire que les conséquences d'une piqûre de moustique transmettant le virus peuvent être plus dramatiques pour ce type de population en particulier. Je vous propose de l'écouter. Je crois que nous avons besoin d'un certain degré d'explication. En ce moment, tout le monde dit « Attendez, il faut savoir ce que c'est ce virus ». Quand ce sera clair, les gens verront qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de venir au Brésil, à l'exception bien sûr des femmes enceintes. La réunion a été très courte. La présidente Dilma Rousseff a alerté ses ministres en tant que chef du gouvernement. « Je vous veux tous engagés dans la lutte contre Zika tous les jours ». C'est ce qu'elle a dit. Et retour en Afrique pour terminer ce journal. À Khartoum, la capitale du Soudan, un jeune pharmacien a décidé de populariser la cuisine de son pays. Alors si le Soudan n'a jamais été réputé pour son art culinaire, contrairement à l'Éthiopie voisine, eh bien Omer El Tigani veut réparer cet affront à la cuisine, à la culture de son pays. Son idée est rare au Soudan, réaliser un livre de recettes nationales et qui met en valeur l'art culinaire de ce pays situé entre l'Afrique et le monde arabe. Alors, dans une cuisine de chez lui, aux côtés de sa tante Salwa, le jeune Omer suit avec attention les gestes et les conseils de sa famille. Au Soudan, les recettes s'enseignent oralement de cette manière et de génération en génération. Et c'est ce qui explique le caractère très rare des manuels de cuisine dans ce pays. Omer El Tigani compte bien intituler son livre tout simplement « La cuisine soudanaise » et il envisage de publier en avril une 40aine de recettes. Le manuel s'adressera autant aux étrangers qu'aux Soudanais, notamment à ceux qui vivent loin de leur famille et de leur pays, comme lui-même. Écoutons les motivations du jeune Omer El Tigani à l'initiative du projet de la cuisine soudanaise. J'habitais à l'université et la cuisine de ma mère me manquait vraiment. Donc j'allais à la maison et lui demandais mes recettes favorites. Et je prenais aussi quelque chose à emporter. Il y a eu un effet boule de neige. J'ai eu de plus en plus de recettes et de plus en plus de gens étaient intéressés à découvrir plus sur la nourriture.
Beaucoup de la nourriture cuisinée a un contexte, donc le but c'est aussi de placer la nourriture dans son contexte et de comprendre pourquoi c'est fait à un certain moment et ensuite essayer de transmettre ça aux lecteurs pour qu'ils aient un peu plus de compréhension culturelle de la cuisine. Ce que je préfère là, c'est un plat appelé mashi, qui se traduit par fourré ou légumes fourrés. Je vais choisir un légume de chaque, tomates, poivrons verts, patates, aubergines, courgettes, et ce sera fourré d'une garniture spéciale de riz, de viande hachée et d'épices comme l'ail, le cumin, la coriandre. Bon appétit. C'est la fin de ce Vox Flash du mardi 2 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mercredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.